Merci d'être venus. Assez nombreux, peut-être d'autres personnes vont nous rejoindre dans les minutes qui viennent. Nous avons la grande chance aujourd'hui d'accueillir à Lille Patrick Deville, entre Paris et Bombay, si j'ai bien compris, avant d'aller à Saint-Nazaire. Philippe Aulet-Laprune, entre Bruxelles et Mexico. Lille est vraiment le centre ce soir de la littérature latino-américaine ou de la littérature française en lien avec l'Amérique latine, et on peut s'en réjouir. Le titre de la soirée est un peu trompeur, mais on ne pourrait pas imaginer autre chose avec le mythe de l'or. Le mythe de l'or à travers la littérature d'Amérique latine. En effet, nous allons partir de la littérature d'Amérique latine, mais peut-être que ça vaut la peine de profiter de nos hôtes pour parler surtout de leur littérature sur l'Amérique latine et de leur relation avec le mythe de l'Amérique latine dans la littérature, le mythe de la littérature dans l'Amérique latine, tout ça autour de l'or. Enfin, on va essayer de se débrouiller. Alors, Patrick Deville vient de sortir un nouveau roman, Amazonia. Si j'ai bien compris, c'est l'opus numéro 7 du projet Abracadabra, dont il nous dira quelques mots, au Seuil, chez Fiction et Compagnie. Et donc, ce titre de collection, Fiction et Compagnie, et le sous-titre roman doit nous interroger. Est-ce vraiment une fiction ou est-ce plutôt de la compagnie? Est-ce que c'est vraiment du roman ou est-ce que c'est un peu de l'auto quelque chose? Nous demanderons à Patrick Deville tout à l'heure. Mais comme vous le voyez, ce roman s'inscrit dans un projet abracadabrantesque, comme dirait le feu président Chirac. Un projet qui se décline en plusieurs titres, dont certains ont une consonance espagnole et ont un lien quand même avec l'Amérique latine, Pura Vida et Biba. Mais d'autres, il y a évidemment Équatoria qui pourrait nous amener du côté de l'Équateur, mais en fait c'est plutôt l'Équateur en Afrique, si j'ai bien compris. Et puis il y a d'autres régions du monde. Donc on voit que l'Amérique latine s'intègre dans un projet d'écrivain voyageur plus vaste. Bon, et il y a une carte qui est liée à ce roman, qui apparaît à la fin du livre, avec au centre l'Amazone, et puisqu'il s'agit de recherche de l'or, recherche de la fortune par l'aventure en Amérique latine, il en est question dans ce roman, peut-être qu'on pourrait interpréter ce plan comme quelque chose comme les veines ouvertes de l'Amérique latine, hein, pour reprendre un titre connu, c'est-à-dire l'Amazone comme endroit où l'on peut trouver des produits qui vont ensuite enrichir le reste du monde. Nous en reparlerons. Et puis Philippe Aulet-Laprune, qui est un Français du Mexique, que j'ai connu à Mexico il y a quelques années, un quart de siècle déjà, quand je commençais ma thèse sur Octavio Paz, et grâce à Philippe, la littérature mexicaine s'est ouverte devant moi. J'ai pu rencontrer beaucoup de ses amis qui écrivaient à Mexico et ailleurs. Et il nous offre aujourd'hui, ou déjà depuis quelques mois, puisque ce livre est paru en 2018, une sorte de synthèse sur les Amériques comme un rêve d'écrivain beaucoup français, mais d'autres de langue anglaise, américain, anglais ou autres, qui sont allés en Amérique latine pour y vivre, pour y trouver l'inspiration, pour y confirmer leurs rêves ou pour en concevoir d'autres. Et donc ce livre vient à la suite d'une série de publications qui ont à voir soit avec la littérature mexicaine, soit avec la poésie ou la littérature de l'Amérique hispanique en général, ou bien avec ces passeurs vagabonds entre l'Europe et l'Amérique latine, ou l'Amérique latine et l'Europe. Il pourra peut-être
également faire des liens entre ce projet littéraire et ceux qui ont précédé. Alors là, il n'y a pas marqué roman, c'est de la critique, c'est une approche sensible et personnelle sur de grands écrivains, de grandes figures de la littérature du XXe siècle, mais derrière, il y a quand même une histoire personnelle. Il y a le fait que tu vis au Mexique, Philippe, et tu écris au Mexique, donc d'une certaine manière, ton histoire personnelle a sans doute induit aussi l'écriture de cet ouvrage. Et puis, comme vous l'avez vu, sur la couverture, il y a une carte inversée qui est une version possible de cette carte de Joaquín Torres Garcia, grand peintre uruguayen. Alors la plus connue, c'est celle-là, qui date, semble-t-il, de 1943. Mais tu es allé en chercher une autre qui est plus peut-être rationnelle, plus géographique, avec les parallèles, avec donc ce quadrillage, et puis le terme Amérique du Sud au milieu. Alors tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi cette carte renversée. Et puisque l'on est dans les cartes, on pourrait aussi regarder un petit peu cette carte du monde au temps du surréalisme, publiée en 1929, elle est peut-être d'Éluard, peut-être de quelqu'un d'autre, où l'Amérique latine occupe un endroit assez modeste, sauf le Mexique, mais pas aussi important que l'Alaska, importante aux yeux des surréalistes en 1929 en raison de la vision du monde des Indiens d'Alaska. Et puis il y a aussi l'île de Pâques qui occupe une place considérable. Et évidemment la Russie, mais probablement plus pour des raisons politiques en 1929 que pour des raisons ethnologiques. Voilà, donc c'est une carte évidemment humoristique et provocatrice, mais qui peut peut-être nous inspirer dans la mesure où tous ces écrivains, De Ville y compris, partent en Amérique latine poussés par une pulsion subjective. Il ne s'agit pas d'avoir une vision totalement objective de ce continent, mais plutôt de chercher quelque chose, on va peut-être en savoir plus ce soir, en se cherchant dans les Amériques. Alors, voilà pour une brève présentation apéritive de nos deux ouvrages du jour. Mais pour revenir au point de départ, le mythe de l'or dans la littérature, l'Amérique latine, c'est vrai qu'on peut penser que l'Amérique latine est née en littérature grâce à l'or, que les conquistadors sont les premiers écrivains latino-américains. Il y avait évidemment des poètes, il y avait des textes dont certains nous sont parvenus, de la littérature précolombienne. Mais on parle ici d'une littérature métisse, d'une littérature en espagnol ou en portugais, ou en français ensuite, qui a été écrite sur des terres américaines. Et les premiers à avoir écrit, c'étaient les chroniqueurs, qui racontaient comment la conquête se passait et qui, évidemment, faisaient le portrait de cette soif de l'or qui guidait la conquête et l'exploration. Alors, si l'on parle du mythe de l'or, c'est qu'il n'y a pas que la réalité, il n'y a pas que le métal précieux, qui certes est important. Patrick Deville évoque Francisco Pizarro, qui fait enfermer Atahualpa, jusqu'à ce qu'il ait rempli un bâtiment d'or, et quand la rançon est prête, Atahualpa est jugé et exécuté. Et puis, comme il n'y a pas assez d'or au Pérou, il faut aller voir de l'autre côté de la cordillère, et c'est Gonzalo Pizarro et Francisco de Orellana qui traversent la cordillère pour chercher l'Eldorado. Donc, l'or matériel devient vite un mythe que l'on recherche, et si l'on trouve autre chose que de l'or qui peut rapporter de l'argent, eh bien, on peut donner un deuxième sens à l'or. Ce n'est plus l'or jaune, c'est l'or blanc du caoutchouc, ou l'or brun du café, ou l'or vert du soja aujourd'hui. Bref, tout produit, toute monoculture exploitée à outrance, qui crée un cycle économique, qui crée un boom, et ensuite qui retombe, comme c'est raconté dans les veines ouvertes de l'Amérique latine. Enfin, l'or, c'est aussi
peut-être pour ces écrivains qui partent en Amérique latine, le pays de cocagne, l'innocence du bon sauvage, que l'on peut décliner d'ailleurs de diverses manières. On peut le décliner d'un point de vue mythique, comme D.H. Lawrence ou comme Artaud, d'un point de vue plus ethnologique, comme Lévi-Strauss, ou bien d'un point de vue plus artistique, comme Carpentier, à travers son héros de Los Pasos Perdidos, traduit en français par Le Partage des eaux, un roman de 1953, où un occidental part au fin fond de la forêt pour rechercher des instruments de musique indigènes. Voilà ce que peut être l'or aussi pour ces intellectuels, pour ces écrivains, pour ces héros culturels qui partent dans les Amériques. Et puis finalement, il y a d'autres raisons d'aller dans les Amériques. Il y a le fait qu'il faut fuir l'Europe, qu'il faut fuir le totalitarisme. Ça a été le cas de Caillois, de Bernanos, de Zweig, de Perret, de Victor Serge, qui, en arrivant au Mexique, après bien des périples par la Russie, fuyant à la fois le totalitarisme nazi et soviétique, découvrent au Mexique, je cite, « un monde splendidement simple ». Voilà l'or qui est trouvé, sans forcément l'avoir recherché, par ces écrivains en exil. Mais les écrivains qui partent trouvent aussi souvent une source d'inspiration inattendue face à ces paysages, face à cette nouvelle manière de vivre. Et donc, on retrouve la quête finalement rimbaldienne de l'alchimie du verbe, ou la quête bretonienne, je cherche l'or du temps, ou la quête baudelairienne, j'ai pris de la boue et j'en ai fait de l'or. Finalement, trouver son écriture, trouver comment une œuvre peut prendre forme, peut avoir lieu, cette trouvaille, dans les Amériques. Comment transformer l'expérience en écriture et trouver un fil d'or qui est celui finalement de la lecture ou celui du lien avec des lecteurs. Alors, j'aurais aimé lancer cette conversation avec vous deux maintenant à partir de plusieurs verbes, puisque dans un infinitif, il y a toujours une énergie, il y a toujours une action, dire et faire, citer Philo nous y invite. Donc si l'on dit fuir, si l'on dit chercher, si l'on dit trouver, si l'on dit revenir, si l'on dit créer, si l'on dit reconnaître ou se reconnaître, qu'est-ce que ça évoque pour vous par rapport aux figures d'aventuriers, d'écrivains, d'explorateurs que vous avez mises en scène dans vos livres, ou bien par rapport à vous-même. Fuir d'abord, fuir l'Europe pour D.H. Lawrence, l'Angleterre, fuir les États-Unis pour Hemingway, fuir la modernité pour Bernanos, mais aussi la guerre, la persécution pour Victor Serge, chercher pour certains la faune, la flore, l'or, certes, mais aussi l'origine des espèces pour Darwin, la pensée magique, la fraternité, la jeunesse d'une nation qui n'est pas encore faite comme peuvent l'être les nations européennes. Voilà comment résonne pour moi chercher. Alors trouver pas forcément ce qu'on cherche, trouver ce qu'on a cru comprendre, ce qu'on a cru trouver en Europe et que forcément on va retrouver là-bas, ou bien trouver autre chose, se trouver, se chercher, se parcourir, comme dit Michaud, se retrouver pour un père et un fils qui vivent ensemble ou un certain temps en Amérique latine. Vous avez examiné un certain nombre de pères et de fils, Patrick Deville, et vous mettez en scène un narrateur qui voyage avec son fils. Et on a le sentiment que ce voyage est un moment privilégié de contact entre le père et le fils et le père. Un moment autour de l'écriture aussi, du père et de l'écriture du fils. Et puis, après, l'expérience, revenir, peut-être en revenir enchanté, comme Robert Desnos, qui n'est pas resté très longtemps à Cuba, ou désenchanté.
et finalement aller au-delà du désenchantement ou de l'enchantement par l'écriture, comme ça a été le cas de Benjamin Péret, qui n'a jamais aussi bien et autant écrit sur le Mexique qu'une fois qu'il est revenu à Paris. Donc écrire, créer, ici ou là-bas. Là-bas pour Caillois, qui, à la suite d'une randonnée en Patagonie, se découvre écrivain, alors qu'il était jusqu'à présent un normalien brillant qui faisait des conférences, mais qui s'était pas encore autorisé à créer. Ou bien écrire de retour, donc, ou faire connaître là-bas, ou faire connaître ici, la littérature de là-bas, encore une fois Caillois, avec sa collection La Croix du Sud chez Gallimard. Et finalement, et nous terminerons par cela, reconnaître ou se reconnaître. Donc, qu'est-ce que vous acceptez aujourd'hui de reconnaître de vous dans ces livres qui sont maintenant séparés de vous ? S'agit-il vraiment seulement d'un essai, Philippe ? S'agit-il vraiment seulement d'un roman, Patrick ? Finalement, qu'est-ce que ce continent de l'Amérique ou de l'Amérique latine vous a permis de trouver et de connaître ou de découvrir en vous. Alors, j'ai lancé ces questions. Vous choisissez quel verbe ou par quelle entrée vous voulez y répondre, et puis je vous relancerai, ne vous inquiétez pas, à tout moment. Alors, c'est une introduction magnifique et qui plus est juste, quoi. Mais alors, qui ajouter ? Je ne doute pas que Philippe Ollet-Laprune a beaucoup d'idées là-dessus. Bonsoir à tous. Merci à Paul-Henri et à mon ami Patrick de me passer le ballon. Pour commencer, je crois que c'est le mot « fuir » que tu as mis au début et qui, en tout cas dans les écrivains que moi j'ai choisi d'observer, est le premier mot. C'est-à-dire, ce qui m'a intéressé, c'est d'observer effectivement des écrivains du XXe siècle, et paradoxalement, j'ai réalisé à la fin que beaucoup d'entre eux faisaient partie de mes écrivains les plus proches. Et pourtant, je n'avais jamais fait un programme de travail en me disant je vais parler de ceux qui me parlent le plus, mais j'ai trouvé que c'était cela. Il y a deux écrivains qui ne figurent pas dans ce livre, mais qui figuraient dans le livre précédent. Deux écrivains qui sont pour moi très importants, qui s'appellent Gombrowicz et Malcolm Lowry. Et comme toutes les choses se répondent, j'ai commencé à écrire sur Malcolm Lowry à la demande de Patrick Deville, qui organisait un colloque à l'abbaye de Fontevraud sur Malcolm Lowry, cet écrivain anglais qui est allé au Mexique et a écrit un des plus grands romans du XXe siècle, Au-dessous du volcan. Alors fuir, oui, parce que la quasi-totalité de ces écrivains fuient. Ils sont en rupture par rapport à leur lieu. On pourrait dire que tous les écrivains le sont en général, sinon pourquoi écrire ? Mais ils sont en rupture par rapport à leur lieu et appelés à aller chercher ailleurs quelque chose qui les alimente. Alors, effectivement, le terme de l'or est très tentant, mais je crois qu'il y a cette idée-là que ce qui est intéressant à remarquer dans leur cas, c'est que comme ce sont des écrivains, c'est voir qu'est-ce qui s'est passé dans leurs œuvres et qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça fabrique, cette rencontre. Alors, certains sont obligés de fuir à cause des répressions. Par exemple, Gombrowicz ou Caillois en Argentine, Bernanos ou Stefan Zweig au Brésil. Effectivement, Hemingway est en rupture avec les États-Unis. Il n'y retournera que pour s'y suicider, ce qui est quand même une drôle de façon de se réadapter. Les personnages qui arrivent au Mexique sont tous happés par un univers qui tout à coup leur réserve des mystères, des facettes qui semblent alimenter leur plume. Et il y a notamment chez D.H. Lawrence ou Antonin Artaud cette idée profonde qu'il y a quelque chose au Mexique
qui a à voir avec l'archaïsme le plus total, quelque chose de sauvage, quelque chose qui est enfoui dans l'histoire et qu'il faudrait remettre au goût du jour. C'est Artaud qui va voir les Indiens Tarahumara et qui écrira les textes qui sont ensuite réunis sous le titre Les Tarahumara. Et il y a D.H. Lawrence qui écrit un roman très improbable qui s'appelle Le Serpent à plumes. Il écrit aussi d'autres nouvelles, mais c'est surtout Le Serpent à plumes qui vaut. Et dans Le Serpent à plumes, il y a notamment certains des plus beaux poèmes que Lawrence a écrits. Et je crois que se fuir, c'est soit pour des raisons effectivement politiques, ou Victor Serge, très grand écrivain russo-belge qui termine ses jours au Mexique, doivent partir d'Europe parce qu'ils vont souffrir la répression qui est en train d'arriver. Mais aussi certains qui choisissent la rupture totale avec leur milieu et qui parfois sont d'ailleurs en train de patiner un peu dans leur œuvre et qui, se lançant au loin, vont en Amérique latine. Alors ce qui m'a intéressé, pour des raisons évidentes, c'est l'Amérique latine. Il y a des écrivains qui vont aller dans le monde asiatique. Un livre comparable serait possible avec des écrivains ayant un rapport à l'Asie ou à l'Afrique. Mais bon, moi, c'est tombé sur moi, c'est l'Amérique latine. Quand j'ai eu le plaisir de connaître un grand écrivain voyageur qui s'appelait Nicolas Bouvier qui a écrit L'usage du monde, et je lui avais demandé à Mexico, mais alors, vous n'êtes jamais venu vraiment en Amérique latine? Il m'a dit, oh non, vous savez, une vie, un continent. Donc j'ai dit, bon, ouais, pour moi, donc l'affaire était réglée, et c'est ça ce qui m'a pris, ce qui n'est pas le cas de mon camarade Patrick, ici, à côté. Donc je pense que pour le premier mot que je mettrai sur la table, c'est fuir, parce que je crois profondément que c'est quelque chose qui est dans tous les écrivains. Il y a une façon de rupture avec le réel, et on va produire autre chose que ce qui existe parce qu'on n'est pas d'accord avec ce réel. Mais il y a le déplacement géographique qui amène dans la fuite des éléments nouveaux, ou alors des éléments de confirmation. Par exemple, le cas de Gombrowicz, je l'ai dit, m'intéresse beaucoup. Avant de quitter la Pologne, qui allait connaître ce que l'on sait pendant la Seconde Guerre mondiale, Gombrowicz avait déjà écrit un livre où apparaissait dans le titre le mot d'immaturité, qui était pour lui un élément central de sa pensée, qui était une espèce de fraîcheur que porte la jeunesse en elle, qui est l'immaturité, est tellement utile pour créer, pour vivre et pour penser. Et comme il va en Argentine, il va trouver que c'est la terre de l'immaturité, puisque c'est une population très jeune. Le mythe fait que les Européens pensent que ce sont des terres nouvelles. Elles sont nouvelles pour les Européens, mais bien évidemment, elles étaient habitées avant. Mais Gombrowicz fonctionne très bien comme ça, et certains vont jouer avec ça, c'est-à-dire ils changent aussi un peu la nature des choses, ils changent le pays, ils l'attirent à eux, et eux vont vers le pays. C'est une médiation. Malcolm Lowry, par exemple, se fait un Mexique à lui. Il réussit à prendre dans le Mexique les éléments qui l'intéressent pour poursuivre ses propres fins, qui sont les thèmes qu'il avait déjà avant. Et Gombrowicz, de la même façon, avec ce thème de l'immaturité, il a un thème qui obsède Gombrowicz, c'est le thème des régions marginales. Gombrowicz a toujours détesté ce qu'il appelait Paris, avec un grand P, qui était non seulement la ville de Paris, mais surtout l'idée qu'il existerait un centre intellectuel où les choses importantes se feraient, alors que, selon lui, c'est plutôt à la marge que les choses les plus significatives ont lieu. Et il a souvent comparé sa Pologne natale à l'Argentine. Il en a parlé en termes de musique, il trouvait que c'était deux pays nostalgiques, la Pologne et l'Argentine, il y avait ça en commun. Enfin, il met souvent en parallèle, mais surtout, ce qui est en fait un cas très étonnant, c'est qu'il est très sensible à l'idée que le côté brouillon qu'il y a en Amérique latine, un côté immature, un côté qui se fait souvent critiquer par des gens de passage, lui au contraire trouvait là un aliment important pour sa propre vie et pour sa propre œuvre. Il va le dire à tous les jeunes gens qu'il écoutait, il était un peu comme ça un gourou,
Et il va leur dire, mais vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez de pouvoir éclore, créer des œuvres sans vous sentir obligé d'aller montrer à André Gide ou à je ne sais pas qui si vous avez bien fait ou mal fait. D'ailleurs, quand la légende dit, ou plutôt c'est Enrique Villamatas, l'écrivain espagnol, qui est un peu pareil que la légende, dit que quand Gombrowicz quitte enfin l'Argentine après plus de 23 ans passés à Buenos Aires, tous les jeunes l'accueillent, lui disent au revoir, et lui crient « Mais dis-nous ton dernier conseil, la grande leçon de vie ». Et donc Gombrowicz se serait penché par la fenêtre et aurait crié, par-dessus bord, il aurait crié « Tu es Borges !» qui était une façon de pouvoir se libérer d'une paternité qui allait peser très lourd, effectivement, dans les lettres argentines. Et évidemment, parce que Borges est un écrivain argentin, et l'Argentine, la littérature argentine, comme l'a dit un écrivain argentin de passage ici il n'y a pas très longtemps, est une littérature périphérique. C'est une littérature périphérique de Borges. Tout tourne autour de Borges, donc voilà. Possible. Il aurait fallu suivre le conseil, mais voilà. Ça aurait été dommage quand même. Oui, quand même. Mais pour en terminer donc avec Gombrowicz et avec cette première intervention, c'est vrai que lui est capable de dire à un moment dans son journal, le jour où la littérature latino-américaine sera capable d'assimiler sa propre infériorité, elle deviendra une grande littérature. Ce qui, en fait, est l'histoire du boom de l'Amérique latine. Qu'est-ce qu'il voulait dire par assumer sa propre infériorité ? C'était infériorité par rapport au canon occidental. Le jour où elle ira creuser dans ses propres expressions et en essayant de ne pas refaire ce qui se fait ailleurs, qu'elle trouvera sa voie et qu'elle trouvera une force qu'elle n'avait peut-être pas à ce moment-là. Donc voilà, j'ai choisi le premier mot qui était fuir. Donc Patrick, tu peux en choisir un autre. Ou tu peux à moins que fuir vous inspire également. Moi, j'ai écrit beaucoup sur des fuyards. J'ai écrit beaucoup sur des fuyards, mais je n'en suis pas un. Je ne fuis pas. Enfin, non, je pensais aux cartes que vous aviez montrées au début. Non, l'entreprise est plutôt de saisir. Pensez à ça avec cette carte. Enfin, à la fois cette carte qui est reprise en couverture du livre de Philippe, la carte surréaliste. Et évidemment, il y a ce rêve des cartes. Mais le rêve des cartes que j'ai, c'est plutôt grâce aux cartes de tout saisir, mais toute la planète, pas spécialement l'Amérique latine. Quant à cette carte qui est à la fin d'Amazonia, c'est une proposition à laquelle je me suis soumis des commerciaux, quoi. Enfin, qui estiment que des lecteurs peuvent être égarés dans l'Amérique latine. Non, ça serait plutôt saisir. Mais s'agissant des... il y a beaucoup de cartes dans ces livres, non pas imprimées comme celle-ci, mais que je décris ou que je mentionne, et je pensais à cela parce que dans le livre mexicain que j'ai écrit, je décris Trotsky dans sa maison de Coyoacán, dans laquelle il y avait un planisphère Mercator. Le planisphère Mercator, c'est notre planisphère, avec l'Europe au centre du monde et puis aux deux extrémités, le détroit de Bering qu'on ne voit pas, qui est coupé, contrairement justement à la carte surréaliste. Et j'imaginais en effet que le planisphère Mercator, pour nous, est un obstacle épistémologique. Puisque nous voyons systématiquement, quoi que nous fassions, la planète avec le planisphère Mercator. Et j'imaginais que Trotsky, à Coyoacán, debout devant ce planisphère Mercator, qui forcément venait d'Europe, avait dû arriver avec ses archives, quoi. Inconsciemment, même si évidemment il connaît la géographie, quand il est debout à Coyoacán devant ce planisphère, il place la Russie à main droite. Alors qu'en fait, géographiquement, quand on est à Coyoacán, elle est à main gauche et elle est beaucoup plus proche. Parce qu'il y a cette pensée qui est la nôtre. Mais je pensais aussi à cela dans
non pas dans Viva, qui est ce livre mexicain, mais dans Campuchea, qui est le livre, enfin l'un des 2 livres asiatiques. Après la première guerre d'Indochine, il y a 3 guerres d'Indochine, celle des Vietnamiens contre les Français, puis des Vietnamiens contre les Américains, puis contre les Cambodgiens. Pour nous, parce que les troupes partaient de Marseille pour combattre en Indochine, empruntaient le canal de Suez, l'océan Indien, puis arrivaient à Saïgon, lorsque, après Dien Bien Phu en 1954, la guerre devient américaine, nous continuons en Europe, même si nous savons que ça n'est pas vrai, à imaginer que les B-52 survolent l'Europe pour se rendre au Vietnam. Alors que, évidemment, pour les États-Unis, cette 2e guerre d'Indochine, qu'eux appellent la guerre du Vietnam, c'est une guerre, évidemment, uniquement sur le Pacifique, qu'il décolle évidemment vers l'ouest, et que c'est le moment où l'Europe, justement, se retrouve sur la face cachée de la Lune. Et dans cette entreprise que je mène depuis extrêmement longtemps, il s'agit d'une saisie totale de cette manière, d'une saisie de la planète qui ne réponde pas uniquement à cette vision du planisphère Mercator. À la différence de Philippe et de Bouvier, apparemment, je ne suis pas un spécialiste. Ou en tout cas pendant un temps donné, quoi. Mais je sais depuis l'enfance que je ne veux pas être spécialiste de rien du tout, quoi. Je suis très heureux qu'il y ait des spécialistes, principalement en chirurgie par exemple. Mais je savais que ça n'était pas quelque chose pour moi, et je ne veux absolument pas être cantonné. Voilà. Alors je ne sais pas si ça correspond au verbe fuir, mais même si c'est un peu disproportionné, mais c'est un peu disproportionné puisque dans ce projet Abracadabra, finalement, il y aura sur 12 livres, 3 livres latino-américains, ce qui est un peu disproportionné. Mais Amazonia est le premier et le dernier dans cette série de livres à être un livre sud-américain, puisqu'il y a eu... le cycle commence par Pura Vida en Amérique, c'est un livre centra-américain, et puis il y a eu, après un premier tour du monde, Viva, qui est un livre mexicain, donc nord-américain, et donc Amazonia est le premier. Je me fais mal en faisant cela, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai un goût immense pour je continuerai d'y aller. Dans le français, dans Tabataba, il y a un chapitre péruvien. Évidemment, je vais continuer à y aller, je vais continuer peut-être à écrire 1 ou 2 chapitres, mais il n'y aura plus de livres latino-américains parce que j'ai décidé que ça suffisait, puisqu'il y a une progression géographique inébranlable. Et donc, ou alors si j'utilise ce verbe, voilà, en ce qui me concerne, c'est maintenant fuir l'Amérique latine. Abracadabra, c'est la magie qui vous permet d'être à plusieurs continents à la fois ou de sauter de l'un à l'autre. Pourquoi ce titre de cycle, Abracadabra? Je veux saisir toute la planète, mais sinon... pour une explication, l'explication à cela, je reprends, comment je l'explique dans le français, qui est celui du milieu, Tabataba. J'ai eu une enfance un peu chaotique, enfermée à la fois dans le plâtre et la psychiatrie, et donc on ne savait pas quoi faire de moi. On m'a très vite appris à lire pour avoir la paix, et par je ne sais quelle perversité très jeune, alors que j'étais immobile, enfermé sur le dos pendant 1 an et demi la première fois. Le premier livre que j'ai lu seul était intitulé Le tapis volant, et c'était l'histoire d'un môme de mon âge, le petit Michel, qui possédait un tapis dans sa chambre qui était un planisphère Mercator. Et il pouvait s'asseoir sur un endroit du tapis dans sa chambre et prononcer la formule magique Abracadabra, et il se retrouvait en réalité à l'endroit qu'il avait choisi sur le tapis. Il se retrouvait en Floride avec... c'est un livre pour enfants, traduit de l'anglais d'ailleurs. Mais voilà, il y a des descriptions de la Floride. Il se retrouve dans un canot indien avec de la mousse d'Espagne qui pend aux arbres. Enfin, c'est quasiment pré-rimbaldien. Voilà.
ne manquent que les panthères à peau d'homme. Et en fait, depuis 60 ans, j'écris Abracadabra. Donc le projet d'Abracadabra, pour le dire d'un mot, c'est un projet de 12 livres faisant 2 tours du monde avec une progression géographique inébranlable. C'est-à-dire que le premier tour du monde commence en Amérique centrale, pour la Vida, et c'est un tour du monde de l'ouest vers l'est. Donc ensuite, il y a Équatoria, qui est une traversée équatoriale de l'Afrique, de l'Atlantique à l'Indien, de Sao Tomé et Principe dans l'Atlantique à Zanzibar dans l'Indien, puis Kampuchea plus à l'est, autour du procès des Khmers rouges à Phnom Penh, et puis peste et choléra qui se termine sur la côte de l'actuel Vietnam, et en face il y a le Mexique, et donc c'est Viva, ce livre mexicain, et de l'autre côté Arthur embarque à Veracruz, et là il y a le français qui est un demi-tour, et Amazonia est le premier du deuxième tour dans l'autre sens, puisque Amazonia est construit comme un récit de l'Atlantique au Pacifique, de Belém au Brésil aux Galapagos. Et donc il y a, c'est sans fiction, donc ce sont beaucoup des récits de vie, des histoires emmêlées, parmi lesquelles en effet, s'agissant d'Amazonia, beaucoup, cette quête de l'Eldorado, de l'or. Enfin, l'or était lié à la cannelle au XVIe siècle, quête très infructueuse d'ailleurs, mais justement, vous le disiez très très bien, après l'or, il y a le café, puis il y a le caoutchouc, puis il y a le pétrole, mais il y a toujours ce produit magique, enfin, on pourrait dire aussi la cocaïne d'ailleurs. Alors, arrêtons-nous un petit peu en Amazonie justement, et puisque vous parliez de votre enfance, j'avais relevé ce paragraphe que je vais lire. Je m'étais souvent demandé, enfant, peut-être à la découverte des Indiens bleus, quelle aurait été ma vie dans une tribu ignorant la chirurgie de la greffe osseuse. Écarté d'emblée du groupe des chasseurs comme de celui des cueilleurs, dans lesquels on ne s'embarrasse pas de traînards, à moins qu'on ne prît la décision de m'abandonner aux fourmis dans la jungle, sans doute m'auraient échu les tâches d'apprenti chaman ou de sorcier adjoint, la récitation le soir de la cosmogonie et de l'histoire des ancêtres, et telle était, après tout, la modeste fonction que je remplissais dans ma tribu. Alors il a fallu que vous alliez en Amazonie pour reconnaître que cette fonction que, après tout, vous remplissez dans votre tribu, ou bien... Ben non, depuis 60 ans, effectivement, c'est ce que je fais. Non, pas toujours, parce qu'avant, tout de même, aux éditions de Minuit, j'ai écrit de la littérature de fiction, post-nouveau roman, de la fiction. Mais depuis, en tout cas, ce début-là de Abracadabra, donc Pura Vida commence le 21 février 1997, Amazonia se termine le 21 février 2019, c'est donc 22 ans jour pour jour, et il reste 5 livres à écrire, donc c'est un projet d'une bonne trentaine d'années. Et ce projet sans fiction consiste en effet à réciter en quelque sorte les histoires des ancêtres de notre propre cosmogonie, à partir de... Oui, s'agissant, si on reprend ce verbe fuir, moi je ne fuis pas ce que je suis. J'essaie d'éviter tout européocentrisme et a fortiori gallocentrisme, mais je suis un écrivain français, je suis un Français. Et effectivement, je suis façonné par le Mercator, et voilà, je fais cet effort universel de lire les littératures partout autour du monde, de rencontrer les écrivains, puisqu'il y a beaucoup d'écrivains dans ces livres. Et alors, s'agissant du Mexique, évidemment, nous nous sommes fréquentés pendant très longtemps avec Philippe, et c'est grâce à Philippe que à la fois lire les grands morts, Juan Rulfo, etc., mais rencontrer les écrivains vivants qui sont dans Viva, enfin, Mario Bellatin, Carlos Monsiváis, Margot Glantz, etc. C'est de la littérature, sur de la littérature, en essayant également de saisir toute la planète, d'aller partout, mais aussi de saisir toutes les littératures, et puis donc également de les dire, quoi.
Et pas seulement la littérature, la politique, l'économie, la philosophie, les sciences, enfin essayer de tout saisir comme ça dans ce cycle, ce qui correspond un petit peu, voilà. Bon là, c'est un peu la fin de ce paragraphe, c'est que je viens de passer un temps chez un Japonais qui vit en autarcie. Personnage extraordinaire. Oui, Takashi Wakamatsu, un Brésilien d'origine japonaise qui vit seul dans la jungle amazonienne, qui vit en autarcie, qui fait pousser des petits trucs qu'il mange, qui pêche des poissons, enfin voilà, au bord de la forêt. Et l'interrogation, même si... Enfin, c'est lié au fait que je pense avoir une très grande capacité d'adaptation. Je me sens bien partout autour de la planète. Néanmoins, là, je me demandais au bout de combien de semaines ou de mois je serais capable, moi aussi, de vivre comme ça au milieu de la jungle amazonienne, réellement sans... Voilà, et en fait, je n'en saurais jamais rien parce que je n'ai pas poursuivi l'expérience, alors que lui vit ainsi, quoi. On sent une expérience un peu limite au sens où le narrateur et son fils restent un moment à cet endroit-là, et puis ensuite, voilà, ils reviennent par le souvenir, mais c'est un peu un point de non-retour dans cette aventure vers le centre de l'Amazonie. Oui. Philippe, est-ce que cette rencontre entre le narrateur, je ne sais pas s'il faut dire le narrateur ou Patrick Deville, alors bon, les deux peuvent marcher. Bon, et il n'y a pas une virgule de fiction, hein, donc voilà. Donc, mais c'est un roman quand même. Ah oui, alors ça c'est autre chose, oui. Entre votre rencontre et cet habitant de la forêt, est-ce que ça peut rappeler, Philippe, d'autres rencontres tout à fait inattendues parmi les auteurs que tu fais défiler dans cette douzaine d'évocations d'écrivains voyageurs en Amérique latine? Difficile de parler d'un de ces écrivains voyageurs en termes d'autarcie, mais si on en reste juste à ceux que j'ai eu la chance de lire et traiter, c'est d'une autre façon, je pense qu'il faut voir ça, c'est-à-dire j'ai connu, de tous ceux dont je parle, il n'y en a qu'un à qui j'ai serré la main une fois, qui s'appelle William Burroughs. Et puis, dans un livre précédent, j'avais parlé de Severo Sarduy, qui était un autre écrivain que j'ai connu, mais je ne les ai pas connus personnellement, je n'ai pas eu de lien ni de rapport avec eux. En revanche, il y a des surprises très fortes, où il y a des tentations. Ce que Patrick disait, sur combien de temps je pourrais jouer à être cet autre, devenir moi-même un personnage comparable à celui-là. Je ne l'ai jamais formulé en tant que tel, je n'ai jamais voulu être Malcolm Lowry à Cuernavaca et m'enfermer dans une cantina pendant des années. C'est complexe. Non, je crois qu'il faut installer une distance, au contraire, pour pouvoir mieux, non seulement les lire, mais même essayer de les saisir et de comprendre ce qui en eux a joué et a fait que, premièrement, pour revenir un peu à la première question, premièrement, pourquoi ils se sont laissés attraper par l'Amérique latine, un peu comme moi. Deuxièmement, qu'est-ce qui a apporté l'Amérique latine qui leur a permis d'évoluer. On ne saura jamais ce qu'ils auraient écrit s'ils n'avaient pas été en Amérique latine. C'est un peu une question idiote. Mais il est clair, par exemple, je prends des exemples précis. D.H. Lawrence, toute sa vie, va chercher une espèce de bonheur. Il va toute sa vie rêver à créer un lieu utopique, Ranamim. Et finalement, le dernier grand voyage qu'il fait, c'est au Mexique. Et là, il aura la tentation de créer son utopie au Mexique. Et lui, à la fin, il est épuisé par le Mexique. Il écrit son texte qui est un petit peu amer. Et il comprend beaucoup de choses du Mexique. Il a saisi énormément de choses. Et il rentre en Italie principalement, même s'il ira un petit peu en Angleterre. Et il meurt assez vite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des destins qui se jouent par rapport à l'Amérique latine qui ne finissent pas tous pareils. Gombrowicz rêvera jusqu'à sa mort de retourner en Argentine. Il était trop malade pour y retourner et
La légende dit qu'il avait le billet dans sa poche de retour à Buenos Aires. Michaud, par exemple, a une relation très mauvaise avec l'Amérique latine, finalement. De temps en temps, il se laisse un peu aller, mais ce qu'il y a, c'est que Michaud, c'est un joueur, il joue avec le lecteur beaucoup. Et puis Équador, son livre qui sort de son voyage, son récit de voyage, c'est un peu son examen de passage pour être un écrivain reconnu. Donc il faut qu'il se comporte comme un écrivain. Et de la même façon qu'il exprime une grande admiration par moments pour les paysages, pour la nature, il est très emmerdé par la famille dans laquelle il est, qui est la famille du poète Gangotena, qui lui rappelle terriblement la grande bourgeoisie belge qu'il a connue. C'est un peu les mêmes dimanches. On vient présenter la cousine, voir si on va lui trouver un marié, etc. Donc c'est assez amusant d'essayer je trouve, de construire ces passages en Amérique latine et de voir comment ils s'adaptent et surtout comment se nourrissent des écrivains. J'ai pu voir travailler Patrick un peu, par exemple. Il est clair que tu réussis à avaler une quantité d'informations phénoménale et tu dois en utiliser le 10, 15, 20% peut-être à la fin dans le texte final, même si tu peux retraiter des sujets. On a discuté de choses qui ne sont pas dans Viva et qui parlent du Mexique, que tu as bien sûr dû laisser de côté parce que tu ne peux pas englober tout, mais tu gardes le plus significatif, ou en tout cas ce qui te sert, ce qui est utile. D'autres non, par exemple. Ce qui m'amuse moi aussi, c'est très souvent, c'est des écrivains qu'on pensait être des grandes plumes, des grands penseurs, et on les prend un peu au piège de l'émerveillement facile, un peu infantile. Il y a des pages, par exemple, dans le journal de Victor Serge qui sont assez étonnantes, où il s'écrit face à Cuba, jamais j'ai vu une terre aussi libre. Alors, il faut comprendre quand même que c'est un type qui vient de... Il a été enfermé par Staline, exilé en Asie centrale, et après il est retourné en France où il n'y avait pas de travail, où les communistes lui faisaient la vie impossible. Et d'un coup, il arrive à La Havane, qui pourtant était dominée par une solide dictature, mais il trouve ça libre, c'est l'atmosphère, c'est le lieu. Mais il dit comme ça pas mal de clichés qui sont un peu, on dirait, nigauds. Non il a... Cas aussi de Stefan Zweig, qui écrit un livre qui est d'une frivolité totale, où il dit dans ce pays, les Noirs sont heureux, ils sourient tout le temps, et puis ils travaillent au grand air. Si vous saviez comme c'est beau, et puis maintenant ils sont plus esclaves. Mais bon, ils travaillent 12 heures par jour. Mais bon, et on le voit, ce qui est pire encore, c'est dans la correspondance de sa femme et de Zweig qui écrivent à leur famille restée en Europe, combien il est difficile d'avoir du bon personnel. C'est vraiment des petits bourgeois qui se plaignent du manque de personnel, alors qu'ils sont face à un lieu magnifique. Et il y a des gens qui réussissent à embrasser le lieu. Par exemple, Sandrar est extraordinaire dans sa façon d'adorer le Brésil. Sandrar a toujours menti comme un arracheur de dents, alors on ne sait pas vraiment bien tout ce qu'il aura fait là-dedans, mais son enthousiasme est réel. Il ne retournera jamais. Quand on lui dit « vous n'allez pas retourner au Brésil », il dit « non, ça y est, j'ai vu ». En fait, il a pompé tout ce qu'il avait à y pomper, et après, ça alimentera en grande partie les lotissements du ciel et des trucs autobiographiques. Et puis Bernanos qui était un écrivain phénoménal, que grâce à ce livre, j'ai relu beaucoup, puisque c'est un livre qui est fait principalement de relecture. Mais Bernanos, quand il parle du Brésil, il est d'une intelligence prodigieuse. Il réussit à saisir les choses. Il dit « J'ai aimé vos intellectuels parce que j'ai aimé vos paysans. Et c'est pas parce que j'ai aimé vos intellectuels que j'ai aimé les paysans. » En fait, il a commencé à parler avec le peuple. Ce qui est un peu, en termes de méthode de travail, ça c'est... j'ai vu travailler Patrick, effectivement, c'est très juste. Parler avec le cordonnier peut avoir la même importance que de parler avec un grand écrivain local. Mais il faut faire les deux. Voilà, mais certains ne le font pas. Il faut aller partout et faire les deux. Voilà. Tu ne crois pas, par exemple, Hemingway à Cuba va vivre très longtemps. Il aura sa maison, la Finca Vigia, qui est à côté de La Havane. Il y vit 20 ans. Mais avant, déjà, il venait beaucoup à La Havane. Et c'est étonnant de penser qu'un homme comme Hemingway, qui quand même dans les milieux littéraires nord-américains avait des copains, il avait Scott Fitzgerald, il avait Dos Passos, il parlait littérature, il n'avait pas de honte par rapport à ça. Hein. Mais à Cuba,
il vit à Cuba quand il y a des gens comme les Lima, Eliseo Diego, des poids lourds en termes littéraires, des gens qui ont un énorme travail littéraire, et jamais une fois il va s'intéresser à quelque chose de cet ordre. Il va plus s'intéresser alors à la pêche, qui était ce qui intéressait le plus, ou au jeu de pelote basque, mais jamais Hemingway va avoir le moindre souci pour aller demander à quelqu'un, tiens, qui est l'écrivain le plus important, ou quel est le grand homme de lettres du moment. Donc c'est très drôle de voir les réactions des uns et des autres par rapport à comment se situer vis-à-vis de l'environnement. Et il me semble que certains se saisissent de l'environnement humain en voyant tout le monde. Par exemple, Caillois, c'est très drôle, on pourrait faire un roman sur la relation entre Caillois et Borges, pour revenir à Borges, puisque Caillois et Borges se sont détestés copieusement toute leur vie. Et ce qui est plus drôle, c'est que c'est Caillois qui va rendre Borges célèbre, puisque c'est lui qui le traduit et le fait publier à la Croix du Sud, la collection qu'il crée chez Gallimard, à son retour de la Seconde Guerre mondiale. Et Borges le dit, oui, il dit ça dans un entretien qui est assez drôle, il dit « Ah, c'est étrange parce que justement à ce moment-là, nous n'étions pas dans les meilleurs termes, Caillois et moi, et c'est lui qui m'a traduit, m'a rendu célèbre en français, et après sont venues les traductions anglaises, allemandes, etc. Et il est devenu l'auteur universel que l'on sait. » Mais ce qui est drôle, c'est de penser qu'il dit « À ce moment-là, nous n'étions pas en très bons termes. » Alors que quand il arrive à Buenos Aires, il l'appelle le sociologue. Qu'est-ce que pense le sociologue? Quel est le sociologue? Donc toutes ces relations au lieu et aux personnages, à l'environnement, je crois, sont très, très fascinantes parce que variables, mais avec toujours l'idée que je crois doit avoir un écrivain qui est qu'est-ce qui va être utile pour moi là-dedans, comment je m'alimente et comment je trouve. Parfois, c'est pas direct, c'est indirect, mais il y a toujours ce souci-là de trouver quelque chose qui a de la valeur. Alors, il y a une authenticité qui est recherchée de façon diverse par ces écrivains en Amérique latine et qui correspond aussi à une fuite d'une certaine intellectualité germano-pratine, pour aller vite. Il y a quelques pépites dans chacun de vos livres, mais en particulier sur les intellectuels, je ne connaissais pas cette phrase de Bernanos que je me suis empressé d'appliquer à mon milieu, c'est-à-dire l'université. Je cite « L'intellectuel est si souvent un imbécile que nous devrions toujours le tenir pour tel, jusqu'à ce qu'il nous ait prouvé le contraire. » Bon, j'ai trouvé ça merveilleux, il y en a quelques autres. Donc, d'une certaine manière, est-ce que, oui, c'est quand même pas fuir une certaine tradition, une certaine... on dirait en espagnol acartonamiento, un peu cartonné, un peu trop rigide de la vie intellectuelle pour se ressourcer quand même face à une nature qui n'a pas été polissée par des siècles de civilisation gréco-romaine. Et puis de temps en temps rencontrer quand même quelques intellectuels locaux. Voilà. Et en trouver. En même temps, il faut relativiser et justement et prendre un peu de recul par rapport à l'Asie ou l'Afrique. Mm-hmm. La vie littéraire latino-américaine est beaucoup plus européenne, tout de même. Enfin, d'une part, s'agissant des Français, il y a cet afrancesamiento de l'Amérique latine, puisque le Bernanos au Brésil, il écrit et il publie et il édite ses livres et ses papiers en français. Que la vie intellectuelle de l'Amérique latine est tout de même très très proche de la vie intellectuelle de l'Europe à l'époque, hein, dans ces moments dont nous parlons. Aujourd'hui, évidemment, il y a une influence très grande des États-Unis d'Amérique, mais sur le moment dont nous parlons, le livre de Philippe, ça se passe très différemment en Asie ou en Afrique. Alors justement, Philippe, tu en parles de ça dans ta préface en disant dans l'Amérique latine, il y a quelque chose qui se passe avec l'Amérique latine qui est de l'ordre de la complicité, puisque finalement c'est l'extrême Occident, c'est quand même l'Occident toujours. Et alors de ce point de vue-là, est-ce que l'écriture
Patrick Deville, de ses livres sur l'Amérique latine a été très différente des autres livres à cause de cette moindre complicité qu'on imagine avec l'Asie ou avec l'Afrique. Oui, bien sûr. Oui. Non, il y a surtout, enfin dans mon cas, pour les 2 livres asiatiques, moi je ne parle ni le thaï, ni le khmer, ni le lao, ni le vietnamien. C'est-à-dire qu'il y a, justement pour rencontrer les gens dans les bistrots, mais il n'y a pas de bistrot non plus. Alors que lorsqu'on est à Mexico ou partout dans l'Amérique latine, on est tout de même dans quelque chose qui à la fois est étrange, est un peu différent, un peu décalé, mais tout de même, justement, il y a ce léger décalage. Ouais. Ce léger décalage. Quand on est à Mexico, on n'est pas à Paris, mais en même temps, bon, voilà, il y a des restaurants, des bistrots. Je ne parle pas du cœur de l'Amazonie. Enfin, le cœur de la forêt noire. Si on essaie d'y vivre 15 jours, ça va être à peu près comparable. Mais oui, bien sûr, nous sommes dans un cousinage intellectuel. Et la littérature, enfin, tous les grands. Bon, Borges, évidemment, c'est pas le. Mais enfin, Borges ne devient Borges que par l'intermédiaire de Caillois et de Paris. Et puis le boom, je ne sais pas si on a le droit de le dire d'un point de vue universitaire, mais enfin, le boom, c'est une invention parisienne. Ou catalane. Comment ? Ou catalane. Oui, ou catalane. Mais enfin, c'est quand même le moment où ils sont tous à Paris. Et que tout de même la littérature, enfin le réalisme magique, etc., c'est quand même aussi une invention pour lecteurs parisiens. On va pas entrer dans des débats, peut-être que certains n'acceptent pas ça, mais enfin, donc c'est très très proche. Très bien. Alors, il y a une chose sur laquelle je voudrais vous interroger, Patrick Deville, c'est cet élément familial, la relation père-fils qui tisse le roman. Et s'il n'y a pas de fiction, pourquoi est-ce que ça s'appelle roman alors ? Et comment cette relation personnelle se diffracte dans d'autres relations similaires chez plusieurs personnages historiques qui ont visité l'Amérique latine. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, il y a tout de même 2 questions là qui n'ont rien à voir. C'est vrai. Le fait que je souhaite que sur la couverture de tous les livres de cette série, il y a parfois... On ne mentionne pas de genre parfois sur les couvertures. Moi, je tiens absolument à ce que le genre roman apparaissent sur la couverture, et ce sont des romans sans fiction. Mais il me semble que lorsqu'on ne met rien sur une couverture, dans l'édition française, ça renvoie au récit. Or, le récit me semblerait trop réducteur. Ce n'est pas du récit, c'est du roman. Et c'est du roman sans fiction, mais il n'y a pas de définition. D'abord, il y a une histoire et une géographie des genres littéraires. Le roman aujourd'hui peut et doit n'être pas ce qu'il était au XXe siècle, au XIXe siècle. Il y a aussi une géographie, les genres littéraires, selon les littératures nationales, ne correspondent pas exactement. El cuento n'est pas exactement la nouvelle, n'est pas exactement short story. Mais moi je tiens absolument à ce que ce soit écrit roman parce que je crois qu'il n'y a pas de définition positive du roman, il n'y a de définition que négative du roman. Le roman c'est ce qui n'est pas autre chose. Et comme dans ces livres, la plus grande jubilation à l'écriture de ces livres, c'est que j'ai cherché pendant des années une forme qui me permit de jouer de tous les genres littéraires. Tous ces livres sont constitués de chapitres très brefs, introduits par un titre en grâce en majuscule, et je peux d'une page à l'autre, ces petits titres, c'est une petite marche, un petit arrêt dans la lecture,
Et d'un chapitre à l'autre, je peux passer d'un genre littéraire à un autre, et c'est cet éventail qui m'enthousiasme. Donc il y a du récit, il y a du reportage, je fais des reportages, je fais des entretiens que j'enregistre en disant que c'est pour l'écriture d'un livre. Il y a des genres mineurs, comme le récit de voyage, il y a des chapitres qui peuvent ressortir du récit de voyage, mais il y a des vies avec le V majuscule, beaucoup, des récits de vie. Il y a de l'autobiographie et de la biographie, il y a ce qui peut ressortir du reportage, ce qui peut ressortir de l'essai également, économique ou politique. Et comment appeler tout cela ça n'est pas aucun de ces genres-là, donc c'est du roman, comme si, ou de manière très classique, on aurait pu écrire poésie. Voilà, mais comme Artaud dit que parle de la poésie de Van Gogh. Enfin, c'est cette tentative de saisie poétique du réel. Sauf que, alors là, vous l'imaginez bien, pour des raisons de librairie, il n'est pas possible d'écrire poésie sur la couverture. Mais sinon, ça me conviendrait assez. On ne peut pas écrire non plus littérature. Ça serait... Donc voilà, c'est roman. Quant à l'autre question, dans tous ces livres, il y a beaucoup de récits de vie, beaucoup de récits de vie d'homme, il y a quelques récits de vie de femme, il y en a beaucoup moins. Mais à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais très souvent, lorsque j'écris la vie d'un homme, je cherche le père. C'est vraisemblablement dû, alors là, pas faire au rapport que j'ai pu avoir avec mon père, etc. Enfin, c'est très... évidemment, ça n'est pas très à la mode. Mais donc souvent, pour écrire la vie d'un homme, j'ai cherché la vie du père. Enfin, pour écrire la vie de Malcolm Lowry, j'ai cherché... Arthur Lowry est très mal vu parce que c'est le bourgeois de Liverpool. Et en fait, il y a un amour paternel et filial très fort entre les deux. Mais pour écrire la vie de Jonas Savimbi... j'ai cherché l'auteur Savimbi, c'est le premier noir en Angola portugais qui devient chef de gare. C'est une promotion extraordinaire, une réussite sociale extraordinaire, et puis voilà que le fils devient révolutionnaire professionnel. Mais de la même façon, pour écrire la vie de Lev Davidovich Bronstein, Trotsky, voilà, il y a le père de Trotsky qui est analphabète illettré et qui, après la Révolution, apprendra un petit peu à lire pour déchiffrer le titre des livres de son fils. Donc c'est de toute façon quelque chose qui m'intéresse beaucoup, ce rapport père-fils. Et puis, dans Taba Taba, le français, qui était le précédent avant Amazonia, qui est donc le français, qui est donc un siècle et demi de l'histoire de la France. Tous ces livres commencent en 1860 jusqu'à aujourd'hui. Et donc pour écrire un siècle et demi de l'histoire de la France, j'avais travaillé avec des archives familiales et j'avais écrit ma vie avec mon père, la vie de mon père avec son père et de celui-ci avec son propre père jusqu'au Second Empire, en remontant comme ça les pères. Et mon fils l'a lu. Et l'idée n'est pas venue tout de suite, mais enfin mon fils a lu Taba Taba. Et progressivement, on s'est demandé si on n'allions pas continuer cette histoire de père-fils avec cette différence énorme que nous sommes tous les deux vivants. Et après avoir hésité, fait quelques exercices préparatoires. Nous n'avions pas, c'est un adulte, hein, il a 30 ans. Finalement, nous avons, voilà, on avait fait des exercices préparatoires, enfin je mentionne, dans les Alpes, au Brésil, une première fois, etc. Et puis finalement, parce qu'il y avait ce risque évidemment d'embarquer deux hommes comme ça, adultes, à l'intérieur d'un navire sur l'Amazone, avec le tempérament qui parfois... c'est pas comme à Paris, on ne peut pas claquer la porte et partir, quoi. Donc il y avait quand même ce risque de cette intimité, cette exiguïté, voilà. Mais le fait, moi j'en arrivais de toute façon à écrire ce livre amazonien, il n'avait pas le choix, on faisait ce dernier voyage ensemble d'un océan à l'autre, ou bien il ne m'accompagnait pas, mais il n'était pas question d'aller ailleurs, puisque moi depuis 15 ans, et comme il y a un ordre, je le disais, géographique inébranlable, je devais de toute façon écrire ce livre. Mais le fait que nous ayons fait ensemble ce dernier voyage, ça a complètement changé. Je ne sais pas ce que serait le livre si nous n'avions pas fait ce dernier voyage à deux. Ça a augmenté encore cette histoire de récit de père et fils. Je dois dire que comme lecteur, dans la diversité
générique du livre, c'est peut-être, mais c'est parce que tous les lecteurs sont différents aussi, mais c'est peut-être un des fils qui est le plus inattendu et le plus touchant à certains moments, parce que forcément c'est personnel, et que l'on passe donc de figures bien connues ou en tout cas célèbres comme Darwin, comme Humboldt, comme d'autres, comme Aguirre, comme Orellana, à des choses beaucoup plus intimes. Et tout ça finalement s'harmonise dans la mesure où la relation père-fils est universelle et où elle est évoquée à travers de multiples exemples dans le livre. Philippe, tu voulais dire Oui, je voulais dire quelque chose par rapport à ce que tu dis, ce que disait Patrick. C'est vrai que pour avoir lu évidemment l'ensemble de la machinerie Abracadabra, il me semble que l'une des grandes caractéristiques des textes de Patrick, c'est l'importance qu'il y a dans les résonances. C'est-à-dire qu'il y a des ponts entre chacun des livres. Il y a un personnage qui en rappelle un autre. Il y a cette espèce de système de résonance qui est très subtil. Et il me semble que ces résonances existaient dans Taba Taba, effectivement, avec le père, le grand-père et l'aïeul. Et tu as suivi cette histoire de résonance. C'est-à-dire à la fois des ressemblances, des dissemblances, mais des rapports il y a comme des échos lointains entre beaucoup d'éléments. Il y a un personnage qui vit comme Yersin dans le monde asiatique. Il se rappelle quelque chose qui s'est passé du côté de l'Amérique centrale et tu n'hésites pas à créer ces ponts et ces résonances. Ce qui laisse au lecteur une impression très curieuse, je trouve, d'une grande richesse, qui est que tous on se tient la main un petit peu. Il y a quand même quelque chose qui fait qu'on partage quelque chose, mais ça n'est jamais dit comme ça, de façon aussi lourde. On sent, et je crois que la grande résonance, effectivement, il y a la résonance dans le domaine amoureux, et il y a la résonance de père-fils. Oui, en fait, ce sujet d'Abracadabra, effectivement, comment Philippe a raison, comment le dire sans que ce soit lourd, quoi. Tout cela, c'est cet étonnement que nous partageons tous les matins d'être vivants, quoi. Ce truc extrêmement bizarre, enfin, et alors géographiquement, évidemment, c'est cette histoire de conditions humaines que nous partageons tous. Voilà, nous sommes tous, nous n'avons choisi ni le siècle, ni le lieu. Alors, dans les écrivains sur lesquels écrit Philippe, il y a cette tentative, ou pour en revenir à ce verbe fuir, il y a parfois cette tentative de fuir cela qu'on n'a pas choisi. Alors, on ne peut pas fuir le siècle. Mais on peut fuir le lieu, on peut changer de passeport. Il y a d'immenses écrivains qui sont des transfuges linguistiques, par exemple. Il n'y en a pas tellement dans ton livre, en fait, parce que il y a César Moro. Les gringos continuent. Oui, il y a César Moro, il y a Gangotena, mais non, parce que son éducation est de toute façon en français, à Gangotena. Moro, c'est le cas le plus Moro, oui. Mais donc, bon, il y a d'autres exemples, enfin, de Beckett à Nabokov, il y a des transfuges linguistiques et c'est magnifique, mais enfin, la plupart du temps, on ne choisit ni le siècle, ni le lieu, ni la langue. Et en même temps, il y a cet étonnement extraordinaire peut-être sur cette planète. Enfin, je ne sais pas si un jour j'utiliserai cette phrase comme citation liminaire de l'ensemble d'Abracadabra, mais je pense très souvent à cette phrase que Marguerite Yourcenar place dans la tête de Zénon. Au moment où il est enfermé, enfin, la plupart du temps enfermé d'ailleurs, et où il dit voilà, qui serait assez insensé pour, avant de mourir, ne pas faire au moins une fois le tour de sa cellule. Voilà. Et réellement, c'est ce projet. Zénon nous ramène aux Flandres et à ce lieu qui nous accueille, à notre public ici présent. On m'a dit c'est bien de donner la parole au public. Il me semble qu'on pourrait, sans en priver nos invités, déjà la donner au public pour leur permettre de dialoguer
avec Philippe Aulet-Laprune et Patrick Deville. Avez-vous des questions sur leurs livres ou sur leur rapport à l'Amérique latine ou à la littérature de l'Amérique latine ou au mythe de l'or dans la littérature de l'Amérique latine? N'hésitez pas. Ah, je vois un doigt qui se lève. Oui, mademoiselle. Les micros doivent être dans la salle. Alors, il est important de parler dans le micro parce que nous sommes enregistrés. Et pour la postérité, évidemment, c'est très précieux que vous... Et alors, dans ce cas, il faut donner son nom. Voilà. Le discours, Voulez-vous que je cède un de ces micros ici? Ah, voilà, il arrive. Il y en a même plusieurs. Formidable. Donc la question était à peu près au milieu, voilà. Oui, bonsoir. Moi, j'étais très curieuse par rapport au projet de Patrick Deville, parce que je suis un tout petit peu voyageuse, on va dire que je commence, et c'était sur la question de comment se situer vis-à-vis de l'environnement. Et voilà, j'étais curieuse de savoir peut-être comment... Je sais que c'est une question vaste, mais vous, comment vous faites pour voyager en Amérique du Sud, notamment, dans des pays où parfois c'est assez rude, justement, d'être vraiment en contact constant avec la population et de vivre avec la population? Comment, en tant qu'écrivain, vous arrivez à vous immerger? Alors, vous avez parlé aussi d'enregistrement des gens, etc., mais... Voilà, j'étais un peu curieuse de savoir comment vous menez une forme d'enquête. Voilà. Oui, mais je crois que c'est assez simple en Amérique latine par rapport à d'autres endroits du monde. Ce n'est pas je pense que j'ai une assez bonne capacité d'adaptation, mais à part à la jungle amazonienne. Mais c'est quand même l'un des endroits de la planète où je parle un espagnol absolument horrible que je n'ai pas étudié et que j'ai appris dans la rue à La Havane quand je m'y suis installé de ma propre initiative en 93. Après 89, j'avais fait un grand tour des pays qu'on appelait le bloc de l'Est, vous voyez, où j'ai vu tomber les régimes les uns après les autres, où il y avait encore l'Union des écrivains, le restaurant de l'Étoile Rouge réservé aux écrivains, etc. Et donc pour voir tomber le dernier domino, je suis parti m'installer à La Havane. Je suis resté 6 mois où j'ai appris un peu cette langue. Et donc j'utilise un espagnol mélangeant beaucoup de... espagnol horrible, mélangeant énormément de cubains, de mexicains, d'argentins. Mais enfin non, c'est un endroit tout de même, l'Amérique latine, où, à condition de pouvoir parler quand même dans les bistrots avec les gens, de rencontrer, enfin à la fois les écrivains, comme nous disions, quoi, mais tout le monde. Mais ça n'est pas c'est moins étrange que de voyager en Chine. Je pensais à cela à propos des cartes, justement, parce que c'est pas du tout une remarque négative dans votre activité d'universitaire, mais j'ai fait une longue tournée de conférences en Chine et dès le début, on me disait « Mais qu'est-ce que vous allez mettre sur votre PowerPoint ?» Et puisque, effectivement, pour faire moderne, il faut absolument, le moindre poète doit avoir au moins quelque chose à mettre en PowerPoint, sinon c'est vraiment un amateur. Et donc j'avais simplement demandé qu'on me mette sur une clé USB le planisphère Mercator et la carte du monde chinoise. Et je parlais devant les étudiants du projet Abracadabra, justement à partir de ces deux visions du monde, puisque la carte chinoise, puisque il prétend être au milieu du monde, l'empire du milieu, quoi, alors que nous, on sait bien que c'est nous, quoi. et donc, je projetais les deux cartes pour faire ces exposés sur le parcours d'Abracadabra autour de la planète. Alors, je ne sais pas si ça répond du tout à votre question, d'ailleurs, mais enfin, Oui, un petit peu. C'était aussi pour savoir, justement, j'ai pas lu votre livre, mais
C'était pour savoir si ce livre, il raconte, voilà, c'est une rencontre surtout avec des écrivains ou si c'est vraiment une rencontre aussi avec des personnes, voilà, de la vie de tous les jours qui ont qui ont une vie quotidienne dans le pays, ou est-ce que vous vous alimentez surtout en parlant avec des écrivains? Alors, là, il faudrait que je réfléchisse. Dans ce livre-là, Amazonia, non, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de... Non, parce que justement, je prends rendez-vous à Iquitos avec un type, mais parce qu'il est anthropologue et que je veux lui poser des questions. C'était un rendez-vous que j'avais pris avant, parce qu'il y a des choses que je prévois comme cela, quoi. Et puis... non, ça dépend des livres. Et puis bon, en Amazonie, on rencontre pas très facilement des gens par hasard. Si, voilà, à Manaus, un libraire d'anciens, parce que justement, c'est quand même toujours lié un peu à l'écriture, à la lecture, qui est ce que je préfère, enfin qui est ma vie. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Un étudiant de l'Université de Lille. Ah, mais d'abord une jeune personne. Allez-y. Je souhaitais savoir, notamment sur la question des utopies au Mexique, vous en avez parlé avec un auteur, et j'ai pensé à tous les courants, notamment socialistes, communistes, qui avaient voulu faire naître des collectivités, un collectivisme dans ces endroits-là, et je voulais savoir pourquoi le Mexique est aussi fascinant en fait pour ces personnes-là, aux dépens des autres pays. En fait, qu'est-ce qui attire autant au Mexique? Voilà. Il faudrait comparer. Il y a quand même, par exemple, Bernanos, lui, va au Paraguay pour aller reconstruire les utopies jésuites du XVIIe siècle. Donc il y en a un peu partout en Amérique latine. Au Brésil, Sandrar avait hérité, on lui a offert un énorme terrain. Il a dit qu'il allait créer son Utopia Land. Mais vous avez raison qu'il y a énormément eu de tentatives réelles de phalanstères au Mexique. En partie, il me semble, parce que les grandes migrations vers le Mexique, enfin un peu partout en Amérique latine, mais surtout au Mexique, au XIXe siècle, est un moment où il y a ces pensées socialisantes, anarchistes qui veulent essayer de créer un lieu parfait. Et puis il y a un autre élément, et là je peux vous renvoyer à la lecture d'un écrivain extraordinaire à tout point de vue qui s'appelait B. Traven. Traven était un anarchiste allemand, vraisemblablement, qui s'appelait Ruth Marut, au moins pendant un moment. On ne sait pas bien qui c'était avant de s'appeler Ruth Marut, mais Traven est allé au Mexique après avoir participé à la commune de Bavière en 21, je crois. Et Traven va faire un court-circuit qui est très intéressant entre les communautés indiennes et leur façon de vivre et ce que lui a apporté de lecture et de désir et de volonté de créer des lieux parfaits, d'équilibre. Donc il va observer en particulier les Indiens qui sont dans les Chiapas, très au sud du Mexique, et il va en sortir 3 romans qui sont extrêmement beaux, qui racontent en général l'échec d'ailleurs des révoltes des Indiens qui voulaient conserver une façon de vivre qui serait plus juste, plus adaptée, plus tout. Et donc je crois ça c'est un deuxième élément, c'est-à-dire une tradition indienne ancienne qui avait une organisation sociale, en tout cas dans les Chiapas, ce qui n'était pas le cas de l'Empire aztèque, qui était un empire tout aussi répresseur et tout aussi centralisé que d'autres empires dans le monde. Mais il y a existé dans les populations indiennes des exemples comme ça, de lieux possibles. Et puis il y a eu effectivement D.H. Lawrence qui voulait créer son Rananim à côté du lac dans le Jalisco. Donc il y en a eu quelques-uns qui ont prospéré un temps, mais ça a duré très longtemps, ça se transmet. Il y a eu des anarchistes mexicains qui ont été très importants, les frères Flores Magón, qui ont dû se réfugier pendant la Révolution à Los Angeles, où ils ont continué à produire leurs revues et propager leurs idées de phalanstères.
Il y a eu quelques exemples qui ont fonctionné parce que, par exemple, il y a eu tout un tas de gens qui sont partis de Franche-Comté, qui sont allés créer un lieu au nord de Veracruz, dont le nom m'échappe tout de suite, mais qui a vécu pendant 2-3 générations avec une organisation sociale très différente, avec qui rapidement, au bout de 2-3 générations, ça a commencé à tomber. Ils sont tous devenus très riches et tout ça n'a pu intéresser personne. Mais vous avez raison, ça fait partie un peu de l'utopie et de l'Amérique latine, puisque l'Amérique latine est le continent par excellence qui a été rêvé avant d'être rencontré. C'est-à-dire il y avait des projections comme ça de perfection fin du XVe siècle. Et donc c'était une terre d'utopie possible. C'était une terre qu'on rêvait parfaite. Les jésuites vont créer ces fameuses centres au Paraguay où ils vont permettre, le seul endroit où les Indiens avaient droit aux armes à feu, comme les Blancs, et tout le monde travaillait ensemble sur un même pied social. C'était très très étrange et ça a fini par agacer prodigieusement le pouvoir espagnol et l'Église, et ils ont été arrêtés, stoppés. Donc il y a une longue histoire qui a à voir entre cette idée de terre nouvelle, qui est une idée purement occidentale évidemment, mais ces terres nouvelles permettent le ex nihilo dont ont besoin des gens qui veulent créer des phalanstères. Il faut quelque chose une page vierge dans leur esprit. Ou alors il y a, comme Traven, des gens qui ont envie de regarder des fonctionnements sociaux qui sont différents et de les mettre, de s'en servir comme d'un exemple, disons. Une autre question ? Bonsoir. Puisque Monsieur Patrick Deville nous a invités à changer de perspective via ce jeu avec les cartes, les différentes projections, j'ai une question pour Philippe Aulet-Laprune. En fait, j'aimerais savoir, puisque les écrivains non américains, disons non hispano-américains, non latino-américains, ont beaucoup rêvé ce continent, j'aimerais connaître si les écrivains de cette région du monde ont un ailleurs ou des ailleurs qui les ont fait rêver eux aussi. Est-ce qu'ils se sont projetés autre part ? Est-ce que l'Europe a été idéalisée elle aussi et a été le lieu de nombreuses projections ? Merci de cette question. Parce que mon livre précédent était un petit peu là-dessus, il s'appelait Les écrivains vagabonds, et où je prenais 3 Européens qui allaient en Amérique latine, qui étaient Gombrowicz, Laurie et Antonin Artaud, et je prenais 3, même 4 latino-américains qui allaient en Europe, en prenant la même période du XXe siècle. Bien sûr, vous avez complètement raison, il y a eu une projection vers l'Europe. Si on exagérait un peu, si on voulait un peu faire dans le facile, je dirais que chacun a eu sa manière d'aller vers la source, c'est-à-dire les Européens vers une source qui serait le bon sauvage et un monde de pure nature, etc. Et les latino-américains, c'est d'aller vers leur culture mère, qui est bien évidemment la culture européenne, ne serait-ce que pour des raisons linguistiques. Ça a créé des débats très compliqués. Par exemple, l'écrivain péruvien Arguedas a fini par se suicider, pris un peu à son propre piège de vouloir être plus indien que les Indiens, etc. Mais pour beaucoup, ça a été ça. C'est-à-dire, ils ont voulu aller voir principalement l'Espagne ou la France, qui étaient les 2 pays qui influaient. Si vous avez la chance de pouvoir lire les mémoires de Rubén Darío, qui est un des tout premiers à la fin du XIXe siècle, il faut voir que Rubén Darío, qui est l'homme qui change la poésie de langue espagnole de A à Z, c'est un type qui naît en province au Nicaragua, c'est-à-dire c'est la province de la province de la province, c'est le truc le plus perdu, et il a dit dès l'âge de 8 ans, il avait une seule idée, c'était de connaître Paris. Et un jour, il va aller à Paris, il va même rencontrer Verlaine, qui était son idole. Verlaine, qui à ce moment-là est un alcoolique profond et qui n'arrive même plus pratiquement à parler. Et c'est un des pires jours de la vie de Rubén Darío, de voir son idole détruit, etc. Donc, en effet, il y a eu ça. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Par exemple, il y a la politique. Beaucoup
beaucoup d'intellectuels européens ou nord-américains sont allés au Mexique après la Révolution, pensant que c'était un monde nouveau qui était en train de se créer. Ça va de Mayakovsky à tous, enfin beaucoup, Breton, etc. Mais pour des latinos, alors, beaucoup y sont allés exilés, parce que le XXe siècle en Amérique latine a été sanglant, et il y avait cet espoir que là-bas, on pourrait peut-être y arriver. Et puis il y a eu, comme Patrick y a fait référence, il y a eu cette gigantesque opération médiatico-littéraire qui a été pensée entre Barcelone et Paris, etc., qu'on a appelé le boom. Et tout d'un coup, les écrivains d'Amérique latine, qui étaient tous venus pour retrouver, et même retrouver leurs propres racines. Asturias a dit que quand il est arrivé à Paris, il a enfin découvert le monde maya, ce qui était quand même une façon super violente de raconter sa relation à sa propre terre, parce qu'il ne pouvait pas étudier le monde maya au Guatemala, il n'y avait pas de structure pour ça. Il pouvait juste parler avec les gens, mais il n'avait pas de connaissances académiques. Donc certains vont découvrir l'Amérique latine en Europe. Le cas de Cortázar. En bon argentin, Cortázar n'avait jamais foutu les pieds dans aucun pays d'Amérique latine. Pour un bon argentin, il y avait un seul lieu où aller, c'était Paris et éventuellement Barcelone ou Madrid. Donc Cortázar va à Paris. Et à Paris, tout d'un coup, il est beaucoup plus simple d'être copain avec un Péruvien, avec un Chilien. Ils font des dîners ensemble et ils découvrent l'Amérique latine. De la même façon que, j'allais dire, pour faire un parallèle, Aimé Césaire, avant la Deuxième Guerre mondiale, découvre le monde noir africain à Paris, parce qu'il n'est jamais allé en Afrique, et c'était en Martinique qu'il pouvait entendre parler. Donc Paris avait cette fonction extraordinaire de pouvoir réussir à faire se présenter entre eux des mondes qui ne se connaissaient absolument pas. Pour des raisons politiques, cette fonction, ce qu'on a appelé la rose des vents, va être remplie en partie par Cuba ensuite, où c'est à Cuba que tous ces écrivains vont se rencontrer. Parce qu'ils ne pouvaient pas se voir ailleurs. Mais enfin quand même, les lieux importants, bon, l'Espagne est encore franquiste à l'époque, donc le boom éclate et l'Espagne ne sait pas trop quoi faire avec ça, petit à petit ça va se régulariser. Mais c'est vrai que ces communautés, ça vient de ce rêve, c'est-à-dire Mario Vargas Llosa, qui est un fils de famille péruvien extrêmement proche du communisme virulent, etc. Mais il sait que s'il veut, on ne va pas dire faire carrière, ça serait un peu réducteur quand même. Mais enfin quand même, s'il veut devenir quelqu'un d'important, ou s'il veut s'alimenter, ne serait-ce que ça. Il y a même le problème de pouvoir lire, les livres n'arrivant pas facilement. Je vous invite à lire un écrivain qui s'appelle Julio Ramón Ribeiro, qui était un écrivain péruvien qui a vécu à Paris très longtemps et qui a écrit un journal magnifique qui s'appelle La tentation de l'échec, La tentation del fracaso. Et il parle très bien de ça, parce qu'il est assez timide, donc il vit à Paris, il a un appartement, alors tout le monde passe. Tous les Péruviens qui sont à Paris disent « Ah ben il faut aller chez Ribeiro parce que lui, il a une chambre où tu pourras passer une semaine. » Et tous ces gens se connaissent et ils se passent des livres entre eux, ils se donnent des livres à lire. Il y a les exilés qui ne peuvent pas rentrer. Je parlais de Severo Sarduy. Sarduy est vraisemblablement l'écrivain, avec Juan José Saer, l'Argentin, je crois que c'est les deux écrivains d'importance latino-américains qui se sont le mieux alimentés de la littérature locale, qui ont tout lu et qui ont réussi à adapter avec un pied dans leur tradition propre et un pied dans les créations contemporaines françaises des choses. Mais c'est captivant de penser qu'effectivement, la projection, c'était ça, et souvent la déception. Dans le journal de Ribeiro, qui est vraiment un très beau journal littéraire, Ribeiro dit les avantages de vivre à Paris, c'est extrêmement... À l'époque, c'était économiquement beaucoup plus possible, mais il dit bien, moi, ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est le vin rouge, les cigarettes et des jeunes filles, tout est plus facile à Paris. Et le vin rouge et les cigarettes et les jeunes filles. Ce qui est quand même un vrai programme pour un écrivain, mon cher Patrick. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y avait cette sensation de liberté, soit politique, soit sociale. Parce que être un écrivain en Colombie, pareil, je change de pays un petit peu, c'était être condamné à fréquenter le même café avec les mêmes personnes qui n'acceptaient pas facilement des changements littéraires. Et quand on est un type qui a écrit quelques nouvelles comme Garcia Marquez et qu'on a envie, on a une pulsion de vouloir faire beaucoup plus,
on a un poste de journaliste à Paris, ben, automatiquement, il va s'alimenter de façon incroyable. Il va lire, et c'est pareil, il va rencontrer, Garcia Marquez à Paris, va rencontrer Cortázar, il va rencontrer beaucoup de gens. Et là, il y a des débats Mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, à part les exemples de Sardouy et dans une moindre mesure de Saër, mais la grande majorité de ces écrivains se connaissent entre eux. Ils ne fréquentent pas tellement. Je me suis beaucoup intéressé au cas de Julio Cortázar, par exemple. Cortázar vit à un moment à moins de 200 mètres de Georges Perec. Mais jamais ils vont se parler. Il n'y aura pas un seul type qui va les asseoir un jour à une table en leur disant vous travaillez des choses qui se ressemblent parfois, il y a des systèmes de contraintes, etc. Non. Mais, par exemple, à l'inverse, Cortázar va rencontrer, qui est aussi son voisin, Michel Leiris, mais pour des raisons politiques, parce que Leiris est, pendant 2-3 ans, le président de l'association des artistes franco-cubains. Donc il voit un peu Leiris, et quand Leiris va assister au grand congrès de la Havane, il va se rendre compte que ce n'est pas du tout ce qu'il pensait, et puis il va donner tranquillement sa démission, et ne plus figurer. Mais les écrivains latino-américains ont ça, et puis ils ont en tête quelque chose de très important. On faisait allusion à ça tout à l'heure en parlant de Bernanos, mais ils ont tous grandi avec Victor Hugo, avec Balzac, avec Flaubert, avec Michelet. Tous les grands écrivains latino-américains du XXe siècle dont on vient de parler, ils ont tous lu Michelet. Quand on voit, j'ai travaillé aussi, j'ai fait un petit livre sur Octavio Paz et la France. Octavio Paz est un homme qui a grandi dans une famille, certes afrancesada, mais c'était le cas de toute la bourgeoisie un peu éclairée de Mexico de l'époque. Et pour lui, c'était toujours les trois mousquetaires, etc., etc. Et donc, quand en 1945, on lui donne un poste à l'ambassade du Mexique à Paris, Paz est fou de joie et il dit enfin je vais pouvoir vivre la vie intellectuelle de Paris. Et Paz va l'écrire à plusieurs reprises. Je pense que Paul-Henri, tu en sais plus long que moi là-dessus, mais Paz est très très content à Paris, mais de pouvoir rencontrer des intellectuels du monde entier et pas seulement les intellectuels français. C'est-à-dire qu'il se fait une culture universelle à Paris, parce qu'on le veuille ou non, la culture française a été la culture universelle ou universaliste depuis le XVIIIe siècle jusqu'à une bonne partie du XXe siècle. Et ça a marqué effectivement toutes ces générations. Et c'est pour ça, je suis un peu long dans ma réponse, mais c'est un vrai très beau sujet que vous avez proposé. C'est vrai qu'ils veulent aller là où est née cette pensée. Ils savent qu'il y a des auteurs qu'ils n'ont pas lus qui pourront lire. Ils savent qu'il y a de nouvelles pensées, etc. etc. Oui. Merci. Il faut conclure, c'est qu'il faut absolument lire Michelet. Le grand conseil à donner, c'est de lire Michelet. Avez-vous entendu parler de l'expérience faite par la sœur de Nietzsche, Elisabeth, et son mari, de créer une société, une tribu en Amérique, qui s'est terminée par un échec? Non. Je sais que Nietzsche, à la fin de sa vie, a reçu des photos de Oaxaca et a écrit qu'il aimerait y finir ses jours. Je ne savais pas que sa sœur avait... Sa sœur et son mari ont essayé, qui étaient très extrémistes, ont essayé de créer une tribu, une société, qui s'est terminée dans la catastrophe. Vous savez où, à quel endroit où... En Amérique du Sud. Amérique du Sud. Paraguay aussi. Peut-être. Merci. Une colonie pan-germaniste et antisémite. Ah. C'était dans les années 880 et ça s'est terminé par un meurtre, je crois, un suicide et puis un scandale financier parce qu'ils avaient réussi à réunir pas mal de fonds parce que dans les années 80, le terme d'ailleurs d'antisémitisme, c'est un terme qui vient de l'allemand et c'est un terme qui a été créé dans les années 70. Donc dans les années 80, il y a le début du pangermanisme antisémite qui débouchera évidemment plus tard sur le nazisme. Et au Paraguay, à la fois dans l'héritage des anciennes colonies jésuites, mais en même temps en rupture avec l'idéal universaliste des jésuites, les pangermanistes donc allemands avaient créé quelques colonies, dont celle de Bernard Förster, qui avait épousé la sœur de Nietzsche, oui, Elisabeth. Oui. Merci.
Oui, parce que l'Amérique latine, c'est aussi ça. Ce que vous dites me renvoie au Chili, à la Colonia Dignidad, où on sévit d'anciens nazis, encore sous Pinochet. Enfin bon, il y a des rimes comme ça d'un siècle à l'autre. Et voilà, ça n'attire pas que des marxistes, l'Amérique latine. Oui, une question ici. Je suis surpris de ne pas avoir entendu le nom de Ivan Illich, Oui. qui a joué un grand rôle dans ma génération, il y a quelques dizaines d'années. Ivan Illich, je l'ai rencontré, mais je ne l'ai pas traité. Comme j'ai parlé que d'auteurs littéraires, finalement, j'ai pas. Mais il semblerait qu'il y ait quand même un vent de renouveau et que Illich soit lu à nouveau pas mal. Et donc, comme vous le savez, il est allé vivre à Cuernavaca pendant de nombreuses années. Sa veuve vit toujours dans la même maison, à l'entrée de Cuernavaca, là, sur la gauche. Et effectivement, ce qui m'étonne, c'est qu'il est assez peu lu au Mexique. Il a pas mal de disciples qui ont été formés dans son centre de recherche de Cuernavaca, comme l'avait fait Illich, dans plein de domaines très différents, dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de la santé. Mais il n'est pas sur... En effet, il n'est pas si lu que ça. Ses œuvres complètes sont toujours disponibles. Hein. Il est très traduit, il a été très très lu. Et j'ai pu voir qu'il est finalement peut-être plus lu aujourd'hui en France qu'au Mexique. Ce qui est assez curieux. Mais il avait tout fait pour ne pas être une figure locale. Il avait tout fait pour ne pas apparaître pratiquement en public. Il fallait quand même faire partie de la confrérie pour avoir accès à lui. Et je l'ai rencontré en 1994. Et il était très déformé. Il avait une énorme boule à côté du visage. Et on pourrait le mettre dans cette famille parfois d'utopistes qui ont choisi. Et d'autant que je sache, il n'a jamais renoncé à être prêtre. Ou en tout cas, il n'a jamais été défroqué. L'Église n'a jamais exigé ça de lui. Donc il a influencé aussi toute une série de penseurs catholiques d'ultra-gauche. Certains des zapatistes l'ont cité, par exemple, en 1994, quand il y a eu le soulèvement du sous-commandant Marcos. Mais effectivement, c'est une pensée qui va être visitée vraisemblablement. Mais je n'ai pas travaillé dessus, j'ai juste travaillé sur des auteurs littéraires. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Oui, ce n'est pas exactement une question, mais je suis très contente d'avoir écouté les auteurs péruviens avec lesquels j'ai grandi, comme Julio Ramón Ribeiro et Mario Vargas Llosa. Vraiment, il y a comme un type d'influence ou idéalisation, on peut dire. Mon français, c'est pas très bon. Mais pour Paris et la vie européenne et tout, mais aussi il y a une partie des auteurs, pas seulement péruviens, sinon de l'Amérique latine, dans son parti qui s'appelle l'indigénisme. Et c'était aussi le rêve de faire partie, de faire partie ou être partie, parce que comme vous savez, il y a le thème de la mélange des races à cause de conquérir pour les Européens et tout. Et Argueda, c'est un bon exemple. Non, parce que toujours il y a la confrontation entre l'identité, de chercher une identité. Et voilà, oui. Oui, donc le métissage, l'indigénisme, et cette idée finalement que la recherche, la quête de l'Indien n'est pas simplement une utopie européenne ou occidentale, mais est interne même à ces pays. C'est la redécouverte du substrat indien par des générations et des générations d'écrivains latino-américains. Et pour revenir à la première question qui était la fascination du Mexique, alors malheureusement je ne connais pas le Pérou qui me fascine aussi, mais je connais le Mexique qui continue de me fasciner.
il y a, je crois, dans le Mexique et peut-être aussi dans le Pérou, cette dimension de différentes époques présentes dans le présent. Ce que Octavio Paz disait, un pasado enterrado pero vivo, un passé enterré mais vivant. Il y a peu de lieux comme Mexico où l'on peut voir côte à côte la pyramide, l'église, le building, mais non seulement l'architecture, mais les gens même dans la rue qui vivent dans des temporalités différentes, puisque des indigènes viennent vendre au marché ou en plein centre-ville leur artisanat, et donc apportent aussi leur être, leur pensée, leur vision du monde. Et donc on retrouve dans un même lieu beaucoup d'époques. Ça, c'est quelque chose d'assez fascinant dans certains lieux d'Amérique latine, qui exprime aussi... au-delà de l'utopie, la fascination de ces lieux. Et il y a aussi une phrase que j'ai relevée dans ton livre, Philippe, à propos de la fascination des surréalistes pour le Mexique, qui, eux, projetaient avant même de voyager dans le Mexique, un certain nombre de choses qui expliquaient leur fascination. Alors je cite, « Les membres du groupe surréaliste ont eu le goût des fascinations singulières et des attirances énigmatiques. Le Mexique est l'une d'entre elles. Pour comprendre cette attirance, il faut saisir que ce pays est à la croisée de leurs idéaux. Il offre du mythe et une révolution, une esthétique et du mystère. » Donc, des fois, c'est une série de facteurs contradictoires qui expliquent une fascination durable et par-delà les dissensions à l'intérieur même du groupe surréaliste, par exemple. Y a-t-il d'autres questions ou remarques, échos, prolongements? Alors, qu'est-ce qu'il faut lire de Michelet? L'œuvre de Michelet, et puis celle d'Edgar Quinet. Oui, moi je voulais vous demander si vous aviez travaillé sur un écrivain beaucoup plus contemporain, Jean-Marie Leclésio. Non. Non, j'ai eu la chance de pouvoir dialoguer avec lui à 2-3 reprises, notamment une fois, nous avons eu un débat au Mexique, dans une ville qui s'appelle Monterrey, où j'ai pu avoir en fait, j'avais un entretien en public, c'était une ouverture de salon du livre. Mais non, d'abord, il y a dans les écrivains que je ne sais pas pourquoi j'ai accordé beaucoup d'importance à l'idée que c'était des gens qui ont tous voyagé par bateau. Ils viennent d'une époque où on se déplaçait lentement. Donc, Leclésio arrive dans les années 60 et effectivement, il arrive complètement par hasard au Mexique. Il n'y a pas du tout eu de plan de sa part. Il était en Asie, il a donné des déclarations un peu anti-gouvernementales, donc il a été viré alors qu'il était coopérant. Il devait aller faire le 2e classe en Allemagne, aller ramper dans la boue, et puis la femme du ministre des Affaires étrangères a eu pitié, a dit à son mari, le petit Leclésio qui est si mignon, il ne faudrait quand même pas qu'il fasse ça, il est important. Donc ils l'ont envoyé à l'Institut français d'Amérique latine, où là il a eu une décharge électrique importante, et effectivement il a eu il l'a toujours d'ailleurs, et on avait discuté de cela, non seulement une attirance, mais lui il a eu une attirance pour le monde indien. Le Mexique contemporain ne l'intéresse absolument pas. Les écrivains mexicains contemporains, d'ailleurs, ne l'intéressent pas beaucoup. Il n'a pas d'amis dans le monde littéraire. Et il fait partie de ces écrivains étrangers qui sont arrivés avec sans idée précise, et d'un coup, il en a eu une qui a été le monde indien. Alors là, il s'est jeté dedans à corps perdu. Il a appris des langues indiennes, il a traduit. Mais effectivement, c'est trop proche pour moi. Je ne peux pas le travailler comme ça. Et puis j'ai pas un rapport très très fort avec son œuvre en général non plus. Donc il y a un livre de lui que j'aime beaucoup qui s'appelle 3 villes saintes, qui est un tout petit livre et je trouve vraiment magnifique. Qui est sur des ruines dans le Yucatan. Est-ce que tu n'as pas occupé son poste à l'ambassade à un moment?
J'ai pas occupé, c'est lui qui a eu l'outrecuidance de l'occuper avant moi. Ah voilà, Non, c'est ça. Oui, c'était le directeur du bureau du livre. Il a été directeur du bureau du livre, absolument. Enfin, il y en a quelques années de différence. Il a été dans les années 60. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a eu des amis qu'il a toujours, hein, qui vivent au Mexique, que tu connais, comme Jean Meyer, un historien français qui vit à Mexico, qui reste aujourd'hui un des grands amis de Jean-Marie Gustave Leclésio. Ils se parlent tout le temps. Enfin. Donc il a été très imprégné. Et quand il a quitté son poste, il a envoyé un télégramme au directeur de l'Institut français, parce qu'il n'arrivait jamais à l'heure, parce qu'il n'était pas là, parce qu'il partait à la campagne, etc. Et vous n'aurez plus à supporter ma présence, je ne vous salue pas, Jean-Marie Gustave Leclésio. Quelque chose comme ça. Un télégramme qui est conservé à l'IFAL jusqu'à aujourd'hui. Mais il est resté ensuite au Mexique, et Luis González y González, le grand historien mexicain, va lui faire avoir un poste à Zamora, dans le Michoacán, et au Colegio de Michoacán, et il va y vivre des années. Ce qui n'est pas... je suis allé une seule fois, et je ne suis pas prêt d'y retourner quand même. Ce n'est pas un lieu d'une folle gaieté. C'est un couvent dans lequel il y a des chercheurs qui travaillent, et beaucoup, mais ce n'est pas un endroit de vie. Mais il y a vécu très longtemps. Et après, il continuera, il va au Panama, il va... Oui, bien sûr. Non, c'est un parcours très étonnant. Hein. Bien, eh bien, il est 10h. Merci beaucoup. Merci à toi.